Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième saison des conférences du GRIT. Et puis, nous inaugurons cette saison avec Philippe Turenne aujourd'hui qui s'exprimera en français. Donc, juste pour vous donner un avant-goût des conférences à venir, notre programme prévoit des conférences aux 2 semaines. Donc, le 1er novembre, nous enchaînerons en anglais avec Jeff Kopchak. Ainsi, donc, je vous laisse découvrir la totalité du programme. Nous aurons vraiment des intervenants, non seulement au Canada, mais aussi en France. Et je vous annonce qu'il y aura des surprises à la fin parce que nous avons des participants supplémentaires. Donc, sans plus tarder, c'est la conférence donc de Philippe Turenne aujourd'hui. Je vais juste reprendre la petite présentation que j'avais prévue pour lui. Donc, Philippe est membre du GRIT. Il est professeur associé au Center for Buddhist Studies du Rangjung Yeshe Institute, qui fait partie de Kathmandu University. C'est sans doute comme cela que beaucoup de monde le connaissent aujourd'hui. Et il est traducteur senior au sein du Kensei Vision Project. Il a réalisé son doctorat à Montréal, à l'Université McGill, sur l'herméneutique dans l'œuvre de Shakya Chokden, mais il est donc surtout connu pour son rôle de professeur au Rangjung Yeshe Institute. Il travaille principalement sur la traduction des œuvres de Khyentse Wangpo, sur les sciences laïques et leur réception au Tibet, ainsi que la linguistique traditionnelle tibétaine. Et il s'intéresse aussi à la sécularisation du bouddhisme à travers ses aspects philosophiques. Ses plus récentes publications portent sur les dimensions méthodologiques du modèle bouddhiste de la triple sagesse et sur les critiques du bouddhisme traditionnel formulées par certains promoteurs du bouddhisme sécularisé. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole et merci encore Philippe. C'est une joie de t'avoir parmi nous. Merci Isabelle pour cette présentation. Merci aussi de l'invitation à cette série de conférences. Ça me fait plaisir de pouvoir participer. Merci aussi aux organisateurs, Natalia, pour l'aide avec la préparation. J'ai oui, des diapos à vous partager. Euh, je vais les mettre à l'instant à l'écran. Euh, Ça fonctionne, oui? Oui, oui, très bien. Attendez, je vais commencer le... ah. Je voudrais aussi remercier les étudiants de Rangjung Yeshe Institute du cours de tibétain avancé de l'année dernière. En septembre dernier, j'étais à l'Institut et nous avons lu le texte dont je vais parler aujourd'hui ensemble. Donc, ça m'a été bien utile de pouvoir lire ce texte avec les étudiants. Donc, ils ont un peu de responsabilité aussi là-dedans. J'aimerais bien pouvoir voir. Attends, je vais faire comme ça. Donc, le sujet pour aujourd'hui, c'est un texte sur lequel je travaille. En fait, j'ai complété essentiellement la traduction qui va bientôt être publiée dans le projet Kensei Vision, je crois, et qui est une œuvre de Jamyang Kensei Wangpo. Voyons, ça où, ah, voilà, ici. OK, je vais passer en pause. Vous ne voyez plus les diapos, non? On les voit, mais on voit aussi. Ah voilà. Ah voilà, là tu as quitté le partage. Oui. Je- OK, je vais vous... donc, c'est... OK, je vais procéder comme ça. Juste avant, donc ouais, c'est un texte que j'ai traduit dans le cadre de mon travail avec le Kensei Vision Project, qui est un projet de traduction des œuvres de Jamyang Kensei Wangpo, qui est probablement la plupart d'entre vous le connaissent, un très célèbre auteur, maître bouddhiste, figure politique, historique du Tibet, surtout oriental au 19e siècle. C'est l'année, vous l'avez vécu, sur 1820 à 1892. Et le texte va être publié probablement d'ici, probablement environ au printemps cette année.
sur le site de, du Kensei Vision Project. Donc, je vous encourage, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce site, mais juste pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer pendant 2 secondes. Ça, c'est le site du Kensei Vision Project, et en particulier, vous allez pouvoir lire ce texte probablement d'ici quelques mois. Je vous encourage particulièrement ceux qui donnent des cours, sont à la recherche de sources pour faire lire à vos étudiants, etc., à visiter la salle de lecture du Kensei Vision Project où on publie les traductions gratuitement pour tout le monde. Euh, je vais revenir à mes diapos. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est je vais discuter brièvement d'une œuvre en particulier de Kensei Wampo qui se situe dans les Kaboom, ou les œuvres complètes de Kensei Wampo. Ceux qui connaissent un peu l'auteur, vous savez qu'il est associé particulièrement avec la production des grandes collections comme le Jinchen Tenzo, la collection des trésors, particulièrement de l'école Nyingmapa, le Druptap Kuntu, les collections de différentes sadhanas et textes de pratiques spirituelles associés à un peu toutes les écoles du bouddhisme tibétain. Mais plus particulièrement pour ses compositions à lui, plus particulièrement, il est connu pour son Kaboom, qui contient environ 1600 œuvres différentes, rassemblées sous 32 volumes, je crois. Et c'est ici qu'on a vraiment plutôt les compositions plus personnelles de Khyentse Wangpo. Une de ces compositions est le texte dont je vais discuter aujourd'hui. Euh, le texte se retrouve aussi dans une autre collection qui s'appelle le Kabab Dune, la collection des 7 transmissions principales, qui est constituée principalement de euh, textes redécouverts, souvent des trésors spirituels redécouverts par Khyentse Wangpo ou édités, arrangés par lui. Donc voilà, mon plan pour aujourd'hui, c'est parler un peu de la relation de Jamin Khyentse Wangpo, qui est aussi associé très fortement avec ce que certains appellent le mouvement Jumé ou le mouvement écuménique. Dans ce cas, on va parler un peu plus tard de cette notion et de sa relation avec l'école Gelugpa en particulier. Ensuite, je vais prendre quelques minutes pour faire un résumé de l'œuvre en particulier dont on va parler aujourd'hui. Le titre est ici en italique, une courte présentation de la philosophie du Seigneur Losang Drapa. Donc, c'est une œuvre de Khyentse Wangpo qui décrit la pensée de Tsongkhapa. Et ensuite, je vais parler un peu plus, avec un peu plus de détails de certaines sections de ce texte. Et finalement, on va discuter de sa signification. Juste pour vous donner une idée de pourquoi je trouve que cette œuvre est intéressante en particulier, c'est surtout parce qu'elle nous donne, d'un côté, la perspective de Jamin Khyentse sur l'école Gelugpa. Dans le contexte de ce qu'on soi-disant mouvement Jumé, c'est déjà assez intéressant parce que c'est un mouvement qui se définit par euh, l'effort de vouloir préserver toutes les traditions spirituelles bouddhistes existantes au Tibet, mais qui a une relation un petit peu ambiguë avec l'école Gelugpa et surtout avec le gouvernement du Tibet central au 19e siècle. Donc, quand j'ai vu que Khyentse Wangpo avait composé une œuvre sur Tsongkhapa, j'étais assez curieux de voir qu'est-ce qu'elle nous dit à propos de Tsongkhapa, puis essayer de voir aussi un peu comment il allait lui-même se positionner face à cet auteur. Euh, pour ce qui est des autres questions, une des questions qui revient toujours quand les gens apprennent que je travaille sur ce texte, c'est une curiosité face à la philosophie propre à Jamin Khyentse. Ouais, c'est un maître qui est très influent et plusieurs aimeraient bien savoir si lui-même indique dans ses œuvres une préférence pour une certaine posture philosophique, pour une certaine vision, pour voir vraiment où il se situe par rapport à toutes les écoles, parce que comme il touche un peu à toutes les lignées, à toutes les traditions dans ses commentaires, dans ses enseignements, tout le monde est un peu curieux de savoir lui-même qu'est-ce qu'il préfère comme philosophie. Euh, donc voilà, c'est les questions principales, mais on va discuter vers la fin aussi un peu plus de ces questions. Donc pour commencer, Diamond Khyentse, Whampoa et l'école Gelugpa commence. Quelle est la relation entre ces deux éléments? Euh, Bon, j'ai perdu mon point d'accord. OK. Donc, ici, j'ai une liste de tous les maîtres Gelugpa avec lesquels Jamin Khyentse Wangpo aurait étudié selon la grande biographie composée par Jamgon Kongtrul. Donc, ici, il y a 15 maîtres différents. Quand on suit les étapes de la vie de Khyentse Wangpo, la majorité, ou on pourrait dire les maîtres les plus importants de l'école Gelugpa avec lesquels il aurait étudié sont
étaient des gens qui étaient situés plutôt dans l'est du Tibet, dans la région de l'Amdo surtout. Il y a quelques connexions avec des maîtres Gelugpa du Tibet central, mais c'est plutôt vraiment une connexion avec les Gelugpa qui est euh, pas vraiment nécessairement avec les institutions et les maîtres qui s'étaient situés plus proches du Tibet central. On a quelques œuvres qu'il a composées dans les navires de Khense Wampo, souvent dans l'époque où il effectue plusieurs pèlerinages à différents endroits sacrés du Tibet. Souvent, il y a des visions, des rencontres à différents endroits. Donc, oui, il y a certains épisodes où Khense Wampo euh, établit des connexions avec des maîtres Gelugpa à d'autres endroits, mais en particulier, les deux premiers maîtres mentionnés ici, Tragong Shabdrung Mahapandita, aussi connu Konchok Tempa Rabje, semble être particulièrement influent pour lui, de même que euh, Kandenchi Rinpoche, peut-être dans une moindre mesure. En particulier, les maîtres Gelugpa, c'est mentionné, vont être très influents dans la vie de Khense Wampo, pas particulièrement pour la transmission des enseignements purement Gelug, mais parce qu'ils considéraient vraiment ces maîtres comme les personnes desquelles ils auraient reçu la transmission des enseignements Kadampa, surtout des enseignements de la lignée Kadampa qui a essentiellement disparu comme une école distincte à cette époque, mais que Khense Wampo considérait comme très important et à laquelle il a beaucoup contribué. En passant, si ça vous intéresse, il y a un article sur le site de Kensei Vision qui explique la contribution de Kensei Wampo sur l'interprétation des enseignements Kadampa. C'est assez intéressant. Euh, Quant aux œuvres, plus particulièrement de Kensei Wampo portant sur l'école Gelugpa, je les ai listées ici. Il n'y en a que quatre. Le premier, c'est le texte dont je vais parler aujourd'hui, Jepsen Nozang Rapé, Tadrup Shipitu, Tadrup Kishitu Dordu. Ensuite, il a un texte en vers, un texte poétique qui fait l'éloge de Tsongkhapa, en 3 pages. Alors, quand ici, je marque B, les cotes là, B454, B52, c'est un système de classification des œuvres de Kensei Wampo propre à notre projet. Donc, je le mets, peut-être ça veut rien dire pour vous, mais on a numéroté toutes les œuvres de Kensei Wampo. Donc, c'est ça, c'est ce à quoi ces chiffres font référence. Il y a un texte de 6 pages qui donne certaines explications sur le Lamrim de Tsongkhapa, que je n'ai pas encore eu la chance d'étudier en détail. Et ensuite, finalement, quatrièmement, il y a une courte biographie du cinquième Dalai Lama. Donc, on pourrait dire que c'est en lien avec l'école Gelugpa aussi. Donc, c'est tout. Donc, sur les 1600 œuvres du Kaboom de Khense Wampo, seulement ces quatre portent sur les Gelugpa comme tels. OK. Et une seule, ici, le premier dont on va discuter aujourd'hui, est incluse dans le Kappa, donc dans la collection qui porte sur les enseignements, plutôt les transmissions spirituelles. Bon, pour ce qui est du texte en particulier dont on parle aujourd'hui, le 454 ou le texte, la présentation courte de la philosophie de Tsongkhapa, euh, j'ai essayé de décrire ici ses caractéristiques de façon brève. C'est inclus dans les deux collections. Seulement, c'est un texte assez court, donc à peu près 5 pages. Et à la fin du texte, dans le colophon, Vincent Wampo nous dit qu'il a composé ce texte en tant qu'aide-mémoire pour son propre usage. Donc, quand on lit le texte, on a l'impression vraiment de quelqu'un qui vient de lire plusieurs des œuvres de Tsongkhapa, qui se fait une espèce de résumé, un peu comme ce qu'on fait quand on étudie pour un examen ou quand on fait une fiche de lecture dans notre recherche. Euh, et Kensei Wampo nous indique aussi que c'est comme ça qu'il l'a composé. Euh, Malgré qu'il n'y ait pas de section clairement indiquée dans le texte lui-même, je distinguerai, moi, 3 sections principales. Au début, on a une discussion plutôt de la philosophie de Tsongkhapa, l'interprétation de Tsongkhapa, surtout de la philosophie bouddhiste, des traités indiens de la philosophie, en particulier le Madhyamaka. On a une très, très courte section qui parle de comment cette vision est mise en pratique, le rôle de la théorie de la vacuité, etc., dans la méditation. Et ensuite, il y a une section sur la pratique tantrique, la pratique du tantra et les contributions de Tsongkhapa sur ce sujet. Pour décrire le texte de façon plus générale, je dirais qu'il y a une approche descriptive et avec un regard, avec un peu de distance, on pourrait dire que, je pourrais faire le commentaire que sa description est très fidèle. C'est vraiment, il essaie de décrire les points principaux. Et ça pourrait être
Comme un de nos collègues sur le projet a dit, ça pourrait être écrit par un Gelugpa qui se fait lui-même un résumé de la pensée de Tsongkhapa. C'est vraiment très proche des œuvres de ce dernier. Um, Certains passages ont été empruntés mot à mot, verbatim, au miroir de cristal de Lausanne Chikinima, donc le célèbre texte doxographique composé par l'auteur Gelugpa. Il y a des lignes qui sont carrément copiées sur la section sur le Tantra. Donc, il semble que Kensei Wampo ait aussi consulté ce texte. Ça, c'est un aspect intéressant aussi. Pour le reste, on pourrait dire que ça se rapproche beaucoup de la description de Chikinima, malgré que le premier section est un peu différent. Tout le monde me demande que quand je leur dis que je lis ce texte, OK, qu'est-ce que Kensei Wampo dit à propos de Tsongkhapa? En particulier, on s'attend à ce qu'il fasse des commentaires critiques. On sait que les auteurs associés aux écoles plus proches de Kensei Wampo, comme l'école Nyingmapa ou l'école Sakya, sont souvent très critiques d'un point de vue philosophique de la philosophie de Tsongkhapa. On sait aussi qu'il y a eu des débats assez acerbes entre les exégètes de Gelugpa et Sakya et Nyingma de la philosophie de Tsongkhapa. Ici, dans le texte de Kensei Wampo, c'est complètement absent. Il n'y a aucune trace de critique, de polémique, de commentaires en lien avec l'évaluation de la philosophie de Tsongkhapa. Donc, ça, c'est un aspect notoire. Quant au style du texte, je dirais que je décrirais comme une description condensée. Je le comparerais même à ce qu'on retrouve ici souvent dans un article d'encyclopédie, quand on essaie de mettre le plus d'informations possible dans le plus petit possible nombre de mots. Donc, c'est assez difficile à traduire parce qu'on est forcé de faire quelque chose comme un article d'encyclopédie, mais on semble vraiment déceler le projet de Kensei Wampo comme étant, OK, je vais me faire une espèce d'aide-mémoire ou peut-être quelque chose que les gens vont pouvoir utiliser pour saisir le plus de points en lien avec la philosophie de Tsongkhapa possible en 5 pages. Il n'y a pas les sections traditionnelles d'un texte comme l'hommage, la partie poétique au début, tout ça, c'est vraiment composé comme des notes. Voilà. OK. L'essentiel du texte, la partie principale du texte vraiment porte sur la philosophie Madhyamaka, qui est vraiment la contribution principale de Tsongkhapa à la vie intellectuelle tibétaine. Bon, on pourrait dire pas uniquement, mais en particulier de nos jours, on va considérer que c'est vraiment par son interprétation de la philosophie Madhyamaka que Tsongkhapa a contribué, puis aussi qu'il a soulevé le plus de discussions. Donc, les points principaux qui sont soulevés ici, ceux qui s'intéressent à ce sujet, je m'excuse à ceux qui sont plutôt dans l'ethnographie, tout ça. On est dans les détails ici assez techniques, mais bon, pour moi, pour faire l'analyse du texte, c'est important de les noter, donc je les partage avec vous rapidement. C'est les points, en fait, qui sont typiquement associés avec la philosophie de Tsongkhapa, qu'au niveau de la réalité ultime, rien n'est observé ou trouvé. Donc, ça, c'est une distinction vraiment qui est apportée par Tsongkhapa dans la philosophie Madhyamaka. Euh, L'idée de ne pas trouver les entités par rapport à dire que les entités n'existent pas au niveau ultime. La question de la relation entre les moyens de connaissance, les pramana et la réalité, en particulier du point de vue de la réalité conventionnelle, qui est pour son cas pas vraiment associée avec la réalité relative dans le modèle bouddhiste Mahayana des deux réalités, est établi au moyen d'un moyen de valide de connaissance. Donc ça, c'est un aspect très unique et, on va dire, très controversé de la philosophie de Tsongkhapa, de reconnaître que d'un point de vue conventionnel, il y a un certain degré de validité. Ce que plusieurs autres philosophes madhyamaka vont soit nuancer ou même carrément rejeter. Chez des philosophes comme Tarzan, on va savoir, par exemple, l'école Sakapa, ça va être considéré comme une contradiction directe avec la philosophie de Chandrakirti. La distinction entre les niveaux d'analyse dans l'analyse philosophique qui est faite dans la philosophie madhyamaka. Donc, est-ce qu'on parle d'analyse ultime ou conventionnelle, qui est vraiment aussi une contribution unique de Tsongkhapa, est mentionné ici par Kensei Wampo. Et aussi, le point qui est très important pour Tsongkhapa, l'idée que l'analyse de la réalité faite du point de vue de la philosophie Madhyamaka n'entraîne pas une négation de la réalité conventionnelle. C'est important de reconnaître que la théorie de la vacuité doit laisser intacte, d'un point de vue philosophique, des
Tsongkhapa appelle les conventions ordinaires, par exemple le lien de cause à effet, le karma, etc. Kensho Mampo aussi mentionne le lien entre la vacuité, shunyata, la théorie du shunyata, et la production conditionnée, Pratitya Samutpada. Je sais pas comment on traduit ça en français d'habitude. En tout cas, je vais y aller avec production conditionnée, qui sont comprises vraiment comme étant un peu le même point, la même doctrine, abordée de deux angles différents, non pas comme deux éléments de la philosophie bouddhiste qui sont en tension l'une envers l'autre, mais qui sont mutuellement comprises et se soutiennent mutuellement de point de vue philosophique. Il y a aussi mention de un point principal de la philosophie de Tsongkhapa, l'idée d'identifier l'objet de la négation, qui est amené par Tsongkhapa comme un élément essentiel à la philosophie Madhyamaka pour éviter de tomber dans l'extrême de la non-existence, du nihilisme. Donc, c'est mentionné aussi par Khyentse Wangpo. Et ensuite, il mentionne le lien entre les types de méditation qui sont associés avec la philosophie de la vacuité, surtout la méditation analytique et la méditation qui consiste à la stabilisation. Donc, c'est un point important qui est apporté par Tsongkhapa dans le Lamrim Chöni, une œuvre majeure sur le lien entre la philosophie et la pratique bouddhiste. Khyentse Wangpo mentionne aussi ce point. Donc, on voit qu'il a vraiment réussi à faire un résumé assez exhaustif des points principaux de la philosophie de Tsongkhapa. Euh, Au début du texte, Khyentse Wangpo mentionne les œuvres principales qu'il a consultées. Il y a un commentaire au début pour dire, ah, voici, si vous voulez vraiment comprendre la philosophie de Tsongkhapa, vous devriez lire telle œuvre. Il ne mentionne pas toutes les œuvres les plus importantes, mais il en mentionne quelques-unes. Donc, ça donne l'impression que lui-même vient de se taper les œuvres principales de Tsongkhapa, puis qu'il fait un résumé avant d'oublier. Malgré que c'est pas clair exactement, puisqu'il semble aussi avoir consulté le texte Buxgraphine de Tuken. Donc, peut-être qu'il a utilisé ces deux éléments-là ensemble. Euh, il semble aussi dans la mention des œuvres qu'il a consultées, peut-être qu'il citait de mémoire. En tout cas, il nomme une œuvre ça, avec pas vraiment exactement le bon titre. Pas exactement le bon auteur. Donc, il y a un petit mystère ici là, à élucider pourquoi c'est arrivé comme ça. Mais en gros, c'est les œuvres de son capable de ses disciples principaux. Certains aspects de la philosophie de Tsongkhapa que j'attendrais de voir mentionner dans une encyclopédie sont absents. Donc ça, je pense que ça vaut la peine aussi de le noter. C'est intéressant aussi de le noter. En particulier, l'analyse des types de négation, c'est vraiment un élément qui est très important pour Tsongkhapa, la distinction entre une négation simple, ouais, une mégak, et une négation avec implication de l'existence d'un autre élément, moyengak en tibétain. Et en particulier, il y a plusieurs débats dans la philosophie de Tsongkhapa qui ont à voir avec le statut ontologique de concepts particuliers comme la réflexivité, ouais, swasambhiti, ouais, rangique en tibétain, ou alayavijnana, des concepts comme ça qui sont vraiment considérés par Tsongkhapa comme importants à nier, même du point de vue conventionnel. Khyentse Wangpo ne fait pas mention de ces points-là. Donc voilà pour la section sur le Madhyamaka. Sur la pratique tantrique, bon, il mentionne vraiment, c'est beaucoup moins long, mais il mentionne quand même les éléments importants. C'est important aussi de voir que Tsongkhapa, pas Tsongkhapa, mais Khyentse Wangpo met vraiment quand même beaucoup d'emphase sur le fait que Tsongkhapa ne doit pas être reconnu simplement comme un maître de philosophie Madhyamaka, mais aussi comme une des figures les plus influentes au Tibet dans la compréhension de la théorie du Vajrayana, la pratique du Vajrayana. Il passe un certain temps à expliquer la distinction entre Tsongkhapa et les lignées tantriques, surtout liées à l'école Sarma qui existait avant son temps. Puis il semble ici vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'il y avait plusieurs éléments de la pratique tantrique qui avant Tsongkhapa n'avaient pas été élucidés de façon adéquate. Donc il y a ici vraiment beaucoup d'appréciation pour la contribution de Tsongkhapa sur le Vajrayana. Mm. Euh, En faisant la recherche pour la traduction de ce texte aussi, ça m'a frappé qu'il y a même des parallèles à tracer entre la vie de Tsongkhapa lui-même et de Khyentse Wangpo. Quand on lit les étapes de la vie où Tsongkhapa
dans les étapes formatives, on pourrait dire, de la vie de Tsongkhapa. Il semble avoir passé à travers un processus assez semblable à celui de Khyentse Wangpo, c'est-à-dire voyager au Tibet, se connecter avec toutes les lignées existantes de, d'explication du Vajrayana, du bouddhisme tantrique. Et puis, vraiment, après avoir fait ses études avec toutes les lignées existantes, là, développer son propre système. Donc, il y a un aspect aussi de collection de différentes lignées, de différentes traditions, d'efforts euh, afin de recevoir toutes les lignées existantes chez Tsongkhapa qui ressemble un peu, dans un sens, à ce qu'on retrouve chez Khyentse Wangpo lui-même, qui est connu pour avoir étudié avec, je pense, au-delà de 200 maîtres différents de toutes les lignées existantes à son époque au Tibet. Bon, là où c'est peut-être un peu différent, c'est que Tsongkhapa n'est pas vraiment autant impliqué que Khyentse Wangpo dans la préservation de ces différentes lignées. Peut-être parce que le contexte historique aussi est différent à son époque, mais plutôt comme quelqu'un qui va synthétiser ces approches-là et développer son approche personnelle à lui, ce que Khyentse Wangpo ne semble pas faire, lui. Bon, les autres points, les points principaux, c'est vraiment une des contributions spéciales ici de Tsongkhapa, c'est l'emphase sur le fait que même dans le Vajrayana, la vacuité doit être comprise au moyen des œuvres de Chandrakirti. Donc, la philosophie Madhyamaka, qui est considérée comme habituellement appartenant au monde de sutra ou des véhicules non tantriques du bouddhisme, a quand même une conséquence ex- d'exégèse ou herméneutique. On s'en sert quand même comme clé pour pouvoir interpréter les œuvres Vajrayana. Donc, c'est l'aspect de la pensée de Tsongkhapa où on met beaucoup d'emphase sur la continuité entre le bouddhisme non tantrique, le bouddhisme des sutras et le bouddhisme Vajrayana, et où on se sert de la philosophie de Chandrakirti comme clé d'interprétation pour être sûr de bien comprendre les points essentiels du Vajrayana. Une théorie qui va être rejetée par la plupart des autres écoles. Bon, ensuite, il y a quelques éléments spécifiques à la pratique qu'on appelle du corps illusoire. Et ici, Khyentse Wangpo prend le temps de bien distinguer Tsongkhapa des deux traditions principales d'exégèse de ce concept qui existait, donc celle de Ge Kukpa celle de Marpa Lotsawa. Il y a quand même un petit passage assez bref, mais qui décrit bien comment Tsongkhapa a vraiment ici fait une contribution originale, puis même amélioré les traditions d'interprétation existantes de ce modèle. Et après, il décrit le modèle de Tsongkhapa d'interprétation bon, des deux stades, ce qu'on appelle les deux stades en Vajrayana, Kirim, Tsokrim, sous 5 catégories ou 6 catégories. Il y a vraiment le modèle qui est devenu standard dans l'école Gelugpa. Euh, Puis ensuite, le modèle aussi de libération, considéré comme libération dans la vie présente en inversant les étapes du processus de la mort. Donc, vraiment, juste ça, ici, c'est plus standard pour la pratique du corps illusoire puis du Vajrayana dans le bouddhisme, tantrique au Tibet, dans les écoles seulement en particulier. Donc, voilà, c'est les points principaux. Donc, en 5 pages, je mets tous ces éléments-là. Dans tous ces points-là, il n'y a vraiment pas d'approche critique ou polémique. C'est vraiment une approche purement descriptive. Puis on peut dire même qu'il a fait un bon travail comme documentariste ou toxographe de l'œuvre de Tsongkhapa. C'est vraiment les points principaux qui sont mentionnés. Donc, il semble avoir composé le texte non seulement comme historien des idées ou tout ça, mais vraiment un peu aussi peut-être en continuité avec les enseignements que lui-même avait reçus de ses maîtres de l'école Gelugpa. Ok. Donc, on voit un peu l'approche typique de Khyentse Wangpo ici, selon laquelle les enseignements de chaque école doivent être expliqués selon leur propre tradition. Il n'y a pas d'effort à dire, OK, on va synthétiser ou on va créer une espèce d'approche universelle qui inclut tous les enseignements-là, mais plutôt l'approche, c'est de respecter la différence et la diversité de chaque modèle d'interprétation. Pour ce qui est j'essaie de rester en dedans d'1 heure, OK, il y a déjà 1h10. Donc, pour ce qui est de discussion-analyse, bon, moi, ici, je vais juste faire passer autour de quelques points que je considère intéressants ou auxquels le texte nous apporte certains éléments pour enrichir notre réflexion sur ces points. Premièrement, ben, il y a la place de l'école Gelug au sein des 8 traditions. Associée au mouvement Rimé est vraiment l'idée ce que les Tibétains appellent Shinta Chimpujji, les 8 Shakyos, ou
l'interprétation des 8 chariots, ça se traduit un peu mal en français, mais vraiment l'idée que les différentes traditions spirituelles du Tibet peuvent être classifiées ou regroupées sous 8 formes principales. C'est un concept qui est utilisé principalement par Jamgon Kongtrul, qui est un proche collaborateur et disciple de Khyentse Wangpo, mais qui semble avoir été développé par Khenpo Telton un peu plus tôt au 16e siècle. Je pense qu'il y a le travail de Marc-Henri de Roche est publié récemment sur Khenpo Telton et l'origine du concept des 8 traditions, des 8 chariots. Donc, c'est intéressant qu'au sein des 8 traditions principales, on ne retrouve pas l'école Gelug. L'école Gelug qui a aussi une notion d'identité qui s'appelle parfois Kadam Sarma, une nouvelle école Kadampa, donc qui se présente elle-même comme étant en continuité avec l'école Kadampa, mais plutôt une forme réformée ou améliorée ou au moins développée de l'école Kadampa. Donc, c'est intéressant dans ce modèle-là de dire, OK, où exactement est-ce que Khyentse Wangpo situe les Gelugpa dans le modèle des 8 traditions? Euh, En se basant sur le texte, mais aussi sur d'autres éléments qu'on a dans la vie de Khyentse Wangpo, par exemple, il semble clair que Khyentse Wangpo accepte le fait que l'école Gelug serait une sorte de succession de la tradition Kadampa. Bon, certains auteurs vont dire, OK, Kadam Sarma, c'est juste un peu de la rhétorique, en fait, c'est une école distincte, parce qu'il y a trop d'aspects différents. Mais Khyentse Wangpo reconnaît vraiment l'école Gelug comme la tradition ou la lignée de pratique des enseignements Kadampa, surtout les enseignements liés au Lojong, à l'entraînement de l'esprit, ont été préservés. Donc, il voit vraiment lui-même il se voit lui-même comme ayant reçu les enseignements Kadampa des maîtres qu'il a suivis dans l'école Gelug. Pour ce qui est du côté philosophique de la pensée de Tsongkhapa, il semble aussi l'utiliser comme étant partie prenante des pratiques de cette école. Et non seulement en lien possiblement avec l'école Kadampa, mais quand on regarde des enseignements Kadam comme de Lojong, il n'y a pas vraiment beaucoup de philosophie, un peu comme on retrouve chez Tsongkhapa. Mais plusieurs des lignées tantriques existantes à l'époque de Khyentse Wangpo sont transmises à travers l'école Gelugpa, puis souvent au moment d'enseigner comment les pratiquer, ça inclut une compréhension de la philosophie de Tsongkhapa. Surtout quand on se souvient que dans cette école, c'est important, même au point de vue de la pratique vajrayana, de comprendre les enseignements sur la vacuité transmis dans la philosophie Madhyamaka. Les commentaires de Tsongkhapa et la façon de les comprendre deviennent un peu comme des instructions pratiques. C'est l'approche que semble suivre Khyentse Wangpo. Donc, on pourrait dire que ce soit au sein de l'école Kadam, mais aussi des autres traditions tantriques des écoles Sarma qui existent encore au 19e siècle, euh, soit en lien avec Kalachakra euh, ou les autres pratiques populaires chez les Gelugpa. La philosophie de Tsongkhapa fait partie de ces lignées de transmission, donc c'est important aussi de la connaître si on veut les pratiquer selon ces lignées. Hum, il- il- Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le texte se tient bien loin de toute position polémique ou critique. Bon, c'est un peu difficile à faire quand on parle des œuvres de Tsongkhapa parce que lui-même, Tsongkhapa a été assez critique de plusieurs autres écoles. Le seul élément qu'il mentionne ici, c'est vraiment un élément important de la philosophie de Tsongkhapa, c'est que selon lui, avant lui-même, les autres maîtres Madhyamaka des écoles antérieures n'avaient pas vraiment compris la philosophie Madhyamaka. Donc, la seule vraie compréhension de la vacuité qui est authentique au Tibet, c'est celle que Tsongkhapa lui-même formule. Donc, Khyentse Wangpo se contente de mentionner ce point sans vraiment faire de commentaire là-dessus. On pourrait dire que c'est peut-être l'aspect principal avec lequel lui-même aurait des problèmes, parce que ça peut mener, en tout cas, à une approche un peu exclusiviste de la philosophie bouddhiste, où on dit, ah, il n'y a que les Gelugpa qui ont la vraie philosophie. On sait que c'est des idées qui sont devenues influentes après, surtout au début du 20e siècle dans l'école Gelugpa. OK. L'autre question qui est intéressante, puis que je peux discuter, que je peux mentionner brièvement, après je vais essayer d'aller vite pour avoir du temps pour les questions. C'est, tout le monde me demande, OK, quelle est, surtout pour nous qui travaillons sur les œuvres de Khyentse Wangpo dans le projet, quelle est la position philosophique propre à Khyentse Wangpo? Est-ce qu'il donne une indication que lui-même, il préfère un texte, un commentaire, une approche en particulier? Surtout parce que c'est un mec qui a tellement d'influence, tout le monde aimerait ça avoir Khyentse Wangpo dans son camp, comme quelqu'un qui dit dans ses œuvres, ah voilà, c'est ma position préférée. Euh,
que ce soit dans le texte qui nous concerne aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a vraiment aucune notion critique ou d'évaluation de la validité, de la supériorité de telle position, à part le fait qu'il exprime son appréciation, son admiration pour la philosophie de Tsongkhapa. Et même dans le projet, quand on en parle ensemble avec les gens qui lisent autour de toutes les œuvres de Kensei Wampo, je pense que pour l'instant, la conclusion qu'on a tirée, c'est que non, Kensei Wampo, nulle part ne fait mention de sa position préférée d'un point de vue philosophique. Donc, il semble vraiment être un peu au-dessus de ces débats-là. Il y a une approche sur la philosophie bouddhiste qui est vraiment pas très concernée par les questions de qui a raison, quelle est la meilleure position, quelle est la meilleure interprétation. Il semble avoir vraiment une autre approche. Euh, le point 2 ici, j'essaie d'expliquer un peu pourquoi, comment on peut comprendre cette attitude. C'est qu'il voit vraiment les textes, incluant les textes philosophiques, incluant la pensée philosophique, comme faisant partie d'une lignée d'enseignement de pratique contemplative ou pratique spirituelle. Donc, c'est pas vraiment une question d'avoir la bonne opinion, mais de voir quel exercice philosophique il faut faire en lien avec chaque pratique. Donc, pour comprendre vraiment son attitude, qui peut sembler être un peu relativiste, si on voudrait, si on veut, malgré que je pense pas qu'on peut, c'est correct de dire qu'il est relativiste, mais plutôt de dire le but, la finalité, la fonction de la pratique philosophique bouddhiste, c'est vraiment dans une pratique contemplative ou une pratique spirituelle. Donc, la question, c'est pas de savoir qui a raison, mais vraiment de savoir quelle sorte d'analyse il faut faire pour pouvoir passer à l'étape suivante dans chaque système contemplatif. Donc, ça donne une approche où lui-même est comme un peu confortable avec toutes les écoles. Puis si on lui demande sa propre école, il semble pas avoir d'opinion particulièrement. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on a un mec qui est très influent, qui lui-même, on connaît plusieurs épisodes, par exemple, où il a encouragé Mipam à composer des commentaires sur la philosophie de Nyingma pour défendre sa propre école, mais lui-même ne semble pas avoir une position préférée. Donc, c'est un peu l'idée de que, OK, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs débats, mais dans la pratique, dans la réalisation spirituelle qui découle de la pratique de la philosophie bouddhiste lorsque prise dans son contexte authentique, mais toutes les contradictions se résolvent ou se dissolvent dans l'expérience de transformation contemplative ou spirituelle qui vient avec la vraie pratique dans son but final. Euh, un point qu'il va mentionner, c'est que les instructions sur la vue, les instructions philosophiques doivent être comprises comme des instructions spirituelles, ou même des conseils pratiques. Bon, c'est un point qui est vraiment très connu dans l'école Kadam. Même le nom de l'école Kadam s'appelle l'école des instructions, l'école des instructions spirituelles. Puis, Kensei Wampo semble vraiment s'inspirer de cette notion-là. C'est aussi un point qui est très important pour Tsongkhapa. Et d'ailleurs, Kensei Wampo le mentionne au début du texte comme vraiment l'élément déclencheur pour Tsongkhapa. C'est un point aussi qu'il mentionne dans son Lamrim Chenmo, c'est de mettre l'emphase sur le fait que dans la philosophie bouddhiste, le début de l'étude de la philosophie commence vraiment quand on reconnaît que tous les enseignements du Bouddha doivent être compris comme des instructions spirituelles, peu importe leur degré, leur niveau, incluant les instructions qu'on pourrait considérer comme appartenant à la philosophie ou même au débat philosophique. Donc ça, c'est un point, je pense, qui est intéressant, qui nous en dit un peu plus sur Kensei Wampo puis sur le phénomène de Jime au Tibet au 19e siècle. Une question qui a été soulevée par certains chercheurs, c'est est-ce qu'il y a des philosophies qui sont plus euh, proches, plus chères au soi-disant mouvement Jime? Par exemple, il y en a qui ont dit que ah ouais, la philosophie Shinton, la philosophie de l'école Jonang semble être plus appropriée au mouvement Jime parce que c'est plus proche philosophiquement du Tantra. Il y en a qui ont même dit que le mouvement Jime pouvait être vu comme une espèce de réponse à la domination Gelugpa dans le monde intellectuel tibétain. Ici, basé sur la lecture de cette œuvre de Kensei Wampo, mais aussi sur l'étude de ses œuvres en général, la réponse à cette question, c'est vraiment non. Je pense pas qu'il y ait vraiment une philosophie jumée. En termes de dire une perspective particulière dans tous les enseignements bouddhistes, s'il y a une philosophie proche, propre au mouvement jumé, c'est probablement simplement celle-ci de dire
voir toutes les instructions, les enseignements comme des instructions spirituelles. Ça donne des points aussi principaux de la philosophie de Tsongkhapa lui-même. Donc, c'est un peu difficile après, en considérant ces éléments-là, de dire, ah, c'est un mouvement anti-Gelugpa ou quelque chose comme ça. Finalement, les liens sur notre propre compréhension de la philosophie bouddhiste, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Essayer de distinguer non seulement les différents arguments, les différents auteurs, les différents courants de la philosophie bouddhiste, mais vraiment comprendre le phénomène comme tel. Comment est-ce que la philosophie est comprise dans le monde bouddhiste, surtout au Tibet? Ça nous fournit quelques éléments qui, je pense, sont intéressants. Euh, Premièrement, une des tendances qu'on a, nous, c'est d'essayer de cerner le phénomène de la philosophie bouddhiste selon des, des définitions de philosophie ou de méditation ou de religion ou de spiritualité qui sont peut-être valides dans notre culture à nous, mais je pense que quand on les frotte au phénomène de la pensée bouddhiste au Tibet, ça fonctionne très mal. Donc, je pense que c'est vraiment une erreur d'essayer de dissocier la philosophie ou la partie analyse rationnelle de l'aspect contemplatif ou de l'aspect spirituel. Pour des auteurs comme Khyentse Wangpo, c'est clair que on peut pas faire de frontière claire entre ces deux éléments-là. Et même, il y a plusieurs passages, que ce soit chez Tsongkhapa Khyentse Wangpo ou plusieurs auteurs, où on dit non, non, il faut voir ça comme une continuité. Donc, pour moi, c'est un point important, surtout du point de vue méthodologique. Si le phénomène qu'on étudie, le phénomène de la philosophie bouddhiste, refuse de dissocier, de faire des catégories distinctes entre analyse rationnelle, analyse philosophique ou méditation, pratique contemplative, il faut que nos méthodes aussi soient capables de reconnaître cette distinction, de reconnaître ce fait-là, et pas essayer de forcer le phénomène dans nos distinctions à nous. Euh, L'analyse, je trouve au point 2 ici, l'analyse rationnelle, parce qu'il y a beaucoup de logique, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'arguments. Oui, évidemment, on ne peut pas nier ce fait-là, mais ça fait partie de la méditation. Et évidemment, il y a des côtés politiques, lutte de pouvoir, lutte d'influence, etc., mais aussi qui ont des résultats directs sur le, le phénomène, par exemple, des institutions. Mais quand on creuse un peu pour voir vraiment c'est quoi le sens pratique de ces éléments-là dans la culture bouddhiste, c'est vraiment en tant que partie prenante de la pratique méditative, la pratique de transformation de la voie bouddhiste. Ces faits-là s'appliquent un peu, pour moi, sont intéressants quand on regarde les phénomènes contemporains. Par exemple, je m'intéresse au bouddhisme sécularisé. Certains d'entre vous sont peut-être familiers avec les œuvres d'auteurs comme Stephen Batchelor, Peacock, etc., où vraiment il y a l'idée de séparer les pratiques méditatives de la philosophie. On présente le bouddhisme comme étant un système purement pratique qui n'a pas de croyance, qui n'a rien à dire à propos de la réalité, de la vérité, mais juste un ensemble de techniques pour atteindre une certaine libération. Bon, je pense que euh, une compréhension plus nuancée de la philosophie bouddhiste montre vraiment qu'il y a ici vraiment un changement qualitatif fondamental à dire non, on s'intéresse seulement aux pratiques de méditation, mais pas aux enseignements sur la réalité. Ça s'applique aussi à l'étude philosophique du bouddhisme, ou souvent dans les départements de philosophie, ou dans des œuvres de philosophie comparée, ou même des historiens de la philosophie bouddhiste, on va extraire les arguments, les débats entre différentes écoles. On va faire une histoire des idées, des débats philosophiques, mais sans porter attention à leur place dans la pratique du bouddhisme. On va dire, OK, non, nous, ce qui nous intéresse, c'est les débats, les arguments, mais on va souvent dire au début de l'article, ah oui, évidemment, il faut se souvenir que toute la philosophie bouddhiste a pour but, en bout de ligne, l'éveil. Mais après, on va pas factoriser cet élément-là dans notre interprétation. Puis ça mène vraiment à prendre des espèces de carottes de la pensée bouddhiste, un peu comme les géologues le font, mais sans avoir une vision d'ensemble du phénomène. Donc, je pense qu'il y a des leçons intéressantes aussi à tirer. Finalement, si on veut dire, OK, bon, il ne faut pas limiter l'étude du bouddhisme simplement aux arguments et à la philosophie, comment on peut enrichir notre étude de la philosophie bouddhiste, mais ici, moi, un des éléments qui m'intéresse, puis que j'aimerais mentionner juste parce que ça fait un peu partie de cette discussion-là, c'est qu'on devrait prendre le temps d'essayer d'identifier la nature de la pratique philosophique dans le bouddhisme. C'est quoi la philosophie bouddhiste? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça vise? C'est quoi le but? C'est quoi la fonction?
Puis ici, je trouve qu'il y a eu pas assez de travail fait sur comment placer la philosophie bouddhiste dans le monde intellectuel tibétain. Il y a, on saute souvent dans les arguments très spécifiques sans avoir pris le temps de dire, OK, où est-ce que ça appartient, ça, dans toute la culture intellectuelle plus généralement. Un peu comme si on faisait une analyse ici de la dernière théorie en physique quantique ou je sais pas quoi, mais sans avoir compris un peu c'est quoi la physique, c'est quoi la place de la physique dans les autres sciences occidentales, c'est quoi la place dans les modes de connaissance. C'est un peu l'approche qu'on suit souvent quand on étudie la philosophie bouddhiste. Donc, je pense que c'est intéressant de distinguer, par exemple, le modèle des cinq sciences, majeures, des cinq sciences mineures, les modèles comme ça pour vraiment cerner un peu la place de la philosophie dans la culture intellectuelle. Puis aussi, regarder la pratique de la philosophie bouddhiste. Comment c'est pratiqué? Qu'est-ce que, c'est- Comment c'est vécu? Pas seulement les arguments, mais on peut aussi, qu'est-ce que les auteurs nous disent sur c'est quoi le but de tout ça? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que l'analyse rationnelle participe à la pratique contemplative ou spirituelle? Il y a des explications assez claires, mais souvent, c'est pas vraiment des points qui sont très, d'un point de vue philosophique, proches de nos intérêts à nous, donc les gens les ignorent, mais je pense que c'est un élément important pour l'interprétation. Donc, voilà, c'est les éléments principaux dont je voulais vous parler. Si ça vous intéresse, vous pouvez visiter le site. Le texte va apparaître d'ici les prochains mois. Sinon, ben, je vais arrêter de partager, puis je vais voir, il y a peut-être s'il y a des questions. Il reste un peu de temps. Je pense, on est rendu juste 6. Donc, voilà, merci de votre attention. Bravo Philippe. Merci beaucoup pour cette présentation, très très belle présentation, particulièrement claire. Je fais partie de ces ethnographes, tu vois, qui ne connaissent rien à la philosophie et j'ai pu suivre la quasi-totalité de tes arguments, sauf des aspects plus techniques, évidemment. C'était vraiment très intéressant. Je suis désolée, nous avons perdu quelques anglophones et quelques personnes Ouais. qui voulaient partir en cours de route. Je me suis noté quelques petites questions, mais si certains d'entre vous ont envie d'interpeller, de poser des questions à Philippe tout de suite, vous êtes tout à fait les bienvenus. Euh, peut-être pour simplement lancer les choses. J'aurais une toute petite question technique. Je ne suis pas sûre que je vais comprendre ta réponse, mais je trouvais ça juste euh, voilà, un peu intriguant. Quelle est la différence entre Megak et Mayinga? Euh, Ah, cette double négation-là, je suis très très ignorante. Je ne sais pas si tu serais capable de l'expliquer à quelqu'un qui, justement, comme tu viens de dire, n'a aucune conscience de l'entièreté de ce système bouddhique et philosophique. Ça, ouais, c'est la ouais. première petite question. Puis après, j'ai une autre question qui est plus grande, plus générale. Ah oui, donc Mingak, c'est un concept que je pense a été développé la première fois par Bhavya, donc philosophe indien du 7e siècle ou 6e siècle, qui est récupéré par Tsongkhapa par la suite, qui est vraiment l'analyse des formes logiques de la négation. Simplement, Mingak, c'est ce qu'on va appeler une négation simple. Donc, par exemple, simplement nier un fait sans impliquer nécessairement un autre. Donc, je peux dire, il n'y a pas de céréales dans le garde-manger. Ça n'implique pas nécessairement qu'il y ait autre chose. Mais la Mayingak ou la négation avec implication implique, elle, quand, par exemple, s'il y a deux possibilités, puis on sait que ça doit être une des deux, en niant la première, on implique nécessairement l'autre. OK? Donc, dans la philosophie bouddhiste, c'est vraiment le point principal, ça va être de dire euh, si les choses. Attends, l'exemple utilisé par Bhavya, c'est c'est un peu, c'est un peu euh, rigolo, c'est le gros Devadatta, Devadatta qui est gros, ne mange pas le jour. Donc, on implique qu'il mange la nuit. OK? Mais en fait, c'est plutôt pour dire, de dire, par exemple, euh, quand on fait l'analyse ontologique, la production des entités, on dit, euh, soit, quand on dit qu'une chose n'existe pas,
Ça veut pas dire, par exemple, une chose n'est pas produite par elle-même, ça veut pas dire qu'elle est produite par autre chose. Quelque chose comme ça. Donc, vraiment une négation simple. Donc, ça va vraiment avec la philosophie Madhyamaka, surtout dans ce qu'on appelle le prasangika, qui consiste à vouloir nier l'existence ultime des phénomènes sans vouloir impliquer une autre forme d'existence. Alors, simplement pour dire qu'il n'existe pas. Merci, c'est limpide, ça donne vraiment envie de se plonger dans ces questions de logique. Je sais pas s'il y a d'autres questions ici, Il y a une Francesco. question dans le chat, c'est quoi? Oui, je pense, Francesco. Hello. How was Jiaming Kensei Wangpo seen by the Geluk? And how did they perceive his ideas about Jetsung Kappa? Okay, thank you. That's a good question. Kensei Wangpo had a few disciples that belonged to the Gelugpa school, mostly from Eastern Tibet. And so there is also, to some extent, a participation of some Gelugpa masters in the Rimé environment in that period. And as far as I know, I never heard of particular criticisms of his ideas, especially because he's mostly concerned with tantric lineages of practice. I don't think there was any very strong polemics. If you compare, for example, with the reception of the works of Mipam, who's Khyentse Wangpo's disciple, then there were some very strong arguments against him, a lot of debates. And so that's really, but other than that, I don't have any particular source or any idea like about how they perceived him, other than the fact that he did include some of their practice lineages in his collections. But of course, the Gelugpa school at that time is not one of the endangered schools. It has very strong support from the big monasteries in central Tibet and even by the government of Kanten Porang. And so there's really not a big need for preservation, maybe as much as for some of the minor lineages. But that being said, I think maybe even within the Gelugpa schools, it's very possible that some of the minor lineages were a little bit left behind. Now, insofar as the Gelugpas also are very interested in the Kadam practice lineages, you could say that in that sense, because he composed himself a lot of works explaining the Kadam practices and a lot of good relations with some of the major lineage holders of those practices, there was a positive relation. But as related to the Gelugpa school more generally, uh, I don't think there is anything specific I can mention. Khyentse Wangpo was closely associated with the king of Derge and the court of Derge, and there were a lot of political also dimensions to that phenomenon in the 19th century, including war. And so maybe we could say something about that aspect, but I can't really give you, I don't know that material enough to be able to say something clear. So I would leave that for others to respond. I saw a very interesting presentation once by, what's his name? Scholar from Finland, who documented very well how many of the Gelugpa students and practitioners in central Tibet themselves were getting very interested in the Dzogchen practice teachings. And even you could document in like physical sites a lot of kind of Dzogchen symbolism around Gelugpa monasteries. And he even suggested that perhaps there's a those are reasons why in the early 20th century, within some of the Gelugpas from central Tibet, there was a movement of saying, no, no, you have to keep only the Gelugpa lineages and Gelugpa practice, especially around figures like Pabongka, Deshe Khenpo. Perhaps as a result of Gelugpas getting too interested in other practice lineages, maybe because they felt their own tradition had become so sort of strict as for the stages you had to go through of study and practice that they were looking outside. But that's all I know. I mean, I don't really know much more than that, other than uh, yeah, the idea of a pure Gelugpa school came about at some point, but I think only in 20th century. And especially people like to talk about Jime as a sort of non-sectarian movement or a reaction to people being sectarian. And the more I read around Khyentse Wangpo and I talk to my colleagues in the project, it seems that this was not really that important at that time. Khyentse Wangpo was not really fighting sectarian attitudes. It was rather fighting a general sort of kind of weakening of Buddhist traditions. And he wanted to support a sort of preservation or revival of Buddhism, but not because of traditions having declined because of sectarian attitudes,
but mostly because of just kind of weakening of the practices. And so I think maybe we project on the 19th century Rime movement elements that really belong to 20th century reactions to Pawonga and people like that, and really that are I think more associated with the Kensei Chikiloro, who's considered the next incarnation of Kensei Wanko. But again, this is more like hypothesis, and I think we could do more work on that. Thank you. Thank you very much. Thank you. This is really fascinating. Yeah, I can sense how big your knowledge is of all of these stakes, literature involved. Other Mhm. questions, other interventions. J'aurais une question. En français, c'est correct. Oui. Vous avez mentionné dans le PowerPoint qu'il y avait certaines écoles qui rejetaient l'aspect des sutras dans les tantras. Je me demandais pourquoi. Ah, ok. C'est pas vraiment qui rejetait l'aspect des sutras dans les tantras, mais c'est plutôt l'idée selon laquelle même les tantras doivent être interprétés ou compris au moyen d'une vision développée dans les sutras. Les autres écoles qui sont pas d'accord avec ce point-là, qui est apporté par Tsongkhapa, vont dire, non, non, quand on passe au niveau Vajrayana, au niveau Tantra, ben là, on change un peu de modèle d'interprétation. Donc, en particulier, c'est des questions où, dans le Vajrayana, dans le Tantra, on va avoir des enseignements beaucoup plus affirmatifs sur la réalité. Par exemple, pointer directement la clarté de l'esprit, la nature du Bouddha, etc. On va avoir beaucoup plus de confort avec l'idée d'affirmer les aspects de la réalité parce que ça, c'est plus directement lié avec l'expérience méditative. Donc, c'est pas l'idée qu'on rejette les sutras, mais plutôt qu'on accepte que quand on passe à la pratique Vajrayana, on va changer un peu de modèle d'interprétation. Il va y avoir deux façons de lire ces questions-là. Donc, Tsongkhapa est là-dessus probablement le plus celui qui va le plus loin dans le sens, dans le modèle de dire non, non, on reste avec les sutras comme clé d'interprétation, même aux étapes assez avancées de la pratique du Vajrayana. Mais c'est pas en ligne de rejeter les sutras, mais vraiment de dire reconnaître différentes approches pour l'interprétation de la pratique Vajrayana. Merci pour la précision. Il y a d'autres questions? Ben moi, j'en aurais encore une autre pour toi, Philippe. C'est la question complémentaire à celle de Francesco, qui est de se demander quelle est l'importance de ce texte ou des vues de Jamyang Khyentse Wangpo parmi les Nyingmapa aujourd'hui. Est-ce que Mm. c'est un texte ou une série d'ouverture vers les Gelugpa que eux considèrent important aujourd'hui? Est-ce que c'est un texte, par exemple, qui est présenté dans les Sheja Nyingmapa ou je ne sais pas quelle est la vie sociale de ce texte-là à l'heure actuelle, mais Mhm, mhm. est-ce que c'est considéré comme une perspective importante aujourd'hui pour l'énigme mappa? Non, je pense pas. Quand j'ai trouvé le texte, moi, parce que juste en parcourant la collection, de fois, on dit, oh, qu'est-ce qu'on va traduire? Puis ceux qu'on essaie faire des études sur vraiment le contenu des collections, je dis, ah, ça, c'est intéressant. Donc, mais j'avais jamais entendu parler même du fait que ce texte existe. Je pense pas que c'est très connu. Euh, Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, quand je parle de ce texte-là aux gens qui sont dans l'école Nimapa, ils vont dire, ah ouais, qu'est-ce qu'il dit? Puis ils s'attendent peut-être à dire, ah, il va critiquer Tsongkhapa, quelque chose comme ça. Ils s'attendent à vraiment trouver un peu ce qu'on retrouverait chez Mipam, qui lui était toujours très clair dans sa critique de l'exégèse Gelugpa des enseignements. Donc, je pense que c'est pas un texte qui est très connu, très important, mais ça fait partie du travail du projet de dire, OK, il y a ça aussi dans les œuvres de Khenchi Wampo, puis de le présenter aux différentes communautés, puis de dire, OK, voici son approche, voici comment Khenchi Wampo voyait l'école Gelugpa, puis peut-être même faire, y avoir un petit peu de dimension de faire réfléchir les gens, de dire, ah, OK, pourquoi moi, quand je regarde un texte Gelugpa, je suis toujours en train de déjà chercher dans des fautes, chercher des points à débattre, tout ça, puis est-ce qu'on arrive vraiment nous-mêmes à adopter l'attitude que Khenchi Wampo voudrait qu'on ait, c'est-à-dire, non, non, c'est des instructions. Si ça vous intéresse d'étudier ces enseignements-là, mais il faut les voir vraiment comme des trucs à pratiquer, puis pas seulement chercher des débats philosophiques. Bon, évidemment, la question demeure, il peut y avoir des points à clarifier, à savoir, euh, est-ce qu'il y a quand même une place pour le débat philosophique, puis essayer d'identifier notre propre perspective dans nos propres traditions. Donc, comment est-ce qu'on conjugue cette approche-là de tolérance, d'ouverture aux différentes traditions, avec de notre côté
le souci de vraiment avoir une clarté absolue sur notre propre position philosophique. Donc ici, je pense qu'il y a encore des points à travailler pour chaque personne. Mais pour moi, c'est vraiment plus un élément un peu intéressant de dire, premièrement, juste le fait qu'il soit intéressant que on peut écrire sur l'école. Mais aussi, par exemple, on va voir Zongzar Chinseremochi, qui est aussi un peu président du projet, qui lui-même est dans la lignée de Kinsey Wampo. Par exemple, elle va enseigner parfois des enseignements de l'école Gelugpa publiquement. Donc, c'est une façon de dire non, non, il n'y a pas de limite. On n'a pas, tu sais, si c'est approprié pour l'époque ou l'auditoire, on peut aussi pratiquer. Il n'y a pas d'idée de on restreint nos enseignements seulement à une école. Mais à ce que je sache, ce texte-là n'est pas très connu. C'est pas, comme je dis, c'est pas une œuvre majeure, c'est plutôt des notes. Donc, c'est plutôt par curiosité sur l'attitude de Kensei Wampo face au Gelugpa que parce que c'est un texte influent ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça peut, je pense qu'en tant que personne plus proche de l'école Niamapa, je comprends que ça peut faire vraiment réfléchir sur notre propre attitude face à ces questions. Merci beaucoup. Puis aussi, Vraiment, une façon d'en apprendre, parce que par exemple, même moi, par exemple, personnellement, j'ai beaucoup étudié les œuvres de Tsongkhapa en essayant de comprendre les débats philosophiques, etc. Puis, j'étais beaucoup moins informé sur ses contributions sur l'interprétation de la pratique du Vajrayana. C'est un aspect dont on ne parle pas beaucoup si on ne s'intéresse pas de près à l'histoire des tantras dans l'école Sarma, etc. Donc ça, c'est comme quelque chose d'un point intéressant ouais, que je ne connaissais pas vraiment. Puis qui nous fait reconsidérer un peu aussi la vie de Tsongkhapa lui-même. Et ceux que ça intéresse, maintenant, il y a une très bonne biographie de Tsongkhapa qui a été publiée il y a 2-3 ans par Thupten Jinpa, qui révise vraiment le récit, le narratif traditionnel sur la vie de Tsongkhapa, qui complexifie beaucoup son lien avec les écoles de l'époque, par exemple, par rapport à ses propres pratiques spirituelles à lui. C'était quoi? Ça change vraiment le modèle où on dit, ah, c'est Tsongkhapa, c'est que les Gelugpa, en fait, c'est beaucoup plus complexe. Donc, pour ça aussi, c'est intéressant de voir que souvent, même si on emprunte certaines façons de catégoriser les phénomènes qui viennent de la tradition tibétaine elle-même, comme par exemple les quatre écoles, les huit écoles, même ça, on peut se rendre compte qu'en fait, c'est des trucs qui se développent au fil du temps, puis ou qui peuvent avoir leur propre vie, leur propre évolution. À un certain moment, on comprend certains auteurs vraiment à travers ces catégories-là. C'est important. C'est pas important, mais c'est important, oui, mais intéressant de voir ces choses-là remises en question. Ça donne vraiment une autre lecture de la vie de son copain, par exemple. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que le temps file là. Nous t'avons conservé au-delà du temps imparti. Et on peut, je pense, we can stop the recording, I think, now. And